Que voyez-vous sur cette image? Un canard ou un lapin? Alors, les illusions d'optique sont l'illustration parfaite du concept dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, à savoir la différence entre l'information et l'interprétation d'une information. Alors, l'image est constituée par un ensemble de formes et de couleurs. Enfin, ici, en guise de couleur, on a surtout du blanc avec des différentes teintes de gris. Et ces différentes informations sont captées par les récepteurs de la rétine de l'œil et envoyées au cerveau via le nerf optique. Mais le cerveau ne va pas se contenter de recevoir cette image brute, si je peux dire. Il va l'interpréter, c'est-à-dire il va rendre l'image intelligible, compréhensible, lui donner un sens. Et pour ça, il va mettre en relation les informations visuelles avec d'autres informations provenant d'autres aires du cerveau, telles que la mémoire par exemple. Évidemment, ici, les deux animaux représentés sont des animaux que vous connaissez parfaitement et qui font partie de vos expériences déjà vécues. Donc, vous avez déjà des informations en mémoire concernant ces deux animaux. Mais le cerveau va également faire appel aux aires du langage parce que vous allez aussi pouvoir nommer ces images, nommer ces animaux que vous connaissez parfaitement et dire c'est un canard ou c'est un lapin. Alors ce qui est magique, entre guillemets, dans une illusion d'optique, c'est que on a une seule et même image et pourtant on peut en avoir deux interprétations différentes. Alors si on veut faire une analogie et que l'image représente la réalité, on pourrait dire que le monde que nous voyons n'est pas la réalité, mais une représentation de la réalité que se fait notre cerveau. Et pour une même réalité, il peut donc y avoir plusieurs interprétations possibles. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se produit avec une théorie scientifique. Une théorie scientifique, quelle qu'elle soit, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité, mais c'est une interprétation de la réalité, une sorte de grille de lecture de la réalité, si vous préférez. C'est une manière de rendre le réel intelligible, de le rendre cohérent, et une manière de comprendre ce que l'on observe. Alors, si je prends l'exemple de la théorie de Darwin, on pourrait dire que d'un côté, il y a des faits, c'est-à-dire des informations observables, en particulier le fait que sur Terre, il existe une grande diversité d'espèces différentes. Et des questions peuvent se poser en rapport avec ce fait. Par exemple, pour la théorie de Darwin, comment expliquer la diversité de ces espèces vivantes? Comment sont-elles apparues? Alors, avant Darwin, on pensait que toutes les espèces avaient été créées par Dieu et qu'elles avaient été créées parfaitement formées, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas évolué, si vous voulez. Donc on peut dire qu'on avait une conception du monde ou une interprétation créationniste. Et avec Darwin, il va se produire ce que le philosophe des sciences et historien des sciences Thomas Kuhn appelle une révolution scientifique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un basculement dans notre représentation du monde, dans l'interprétation que nous allons donner à cette question qui est de savoir comment expliquer la diversité des espèces. En effet, Darwin va réunir tout un ensemble de connaissances dont on dispose à l'époque, de faits, d'observations, d'expériences diverses sur le sujet de la diversité des espèces et il va proposer une autre explication. Il va réunir toutes ces informations en un tout cohérent et logique et il trouve une manière d'expliquer la diversité des espèces qui fasse sens et qui soit plausible. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que ce soit la vérité, mais en tout cas, c'est une interprétation plausible à partir des connaissances dont on dispose à l'époque. Alors évidemment, ces idées sont totalement révolutionnaires et c'est une transformation radicale en fait de notre manière de voir le monde. Et on passe d'une perspective créationniste où toutes les espèces ont été créées par Dieu
a une perspective évolutionniste et dépourvue d'intention divine, puisque toutes les espèces ont évolué au cours du temps à partir d'une première forme de vie rudimentaire, ayant subi des transformations successives sous l'effet de forces de mouvements, d'actions purement mécaniques. Il n'y a pas d'intervention divine ici. Mais qu'est-ce qui a fait le succès de cette interprétation particulière de la réalité? Qu'est-ce qui a fait le succès de la théorie de Darwin? Alors déjà, et il faut être très clair là-dessus, Darwin est un grand scientifique. C'est un homme qui a étudié la nature, qui a réalisé des observations pendant des années et des années, qui a voyagé de par le monde avant de publier sa théorie, qui a énormément étudié, réfléchi, et il faut bien l'avouer, sa théorie est un espèce de coup de génie. C'est une capacité vraiment à donner une cohérence aux événements, et sa théorie va provoquer un véritable raz-de-marée dans la communauté scientifique à l'époque. Effectivement, sa présentation des choses est totalement cohérente et plausible en fonction des informations dont on dispose à l'époque. Donc évidemment, ce qui va faire le succès de sa théorie, c'est bien sûr la solidité des arguments scientifiques. Mais ce n'est pas tout. En effet, toujours selon Thomas Kuhn, un scientifique ne peut jamais être totalement objectif. Et les opinions et les choix des scientifiques vont en fait dépendre de leurs croyances, de leur conditionnement culturel, de leurs expériences passées et de leur vision du monde. En fait, tout scientifique est immergé dans un environnement culturel et au sein de cet environnement, il préexiste un ensemble de croyances collectives qui sont porteuses d'une certaine vision du monde, d'un certain point de vue sur l'homme et la nature. Et ce sont ces croyances sociales qui peuvent être totalement conscientes ou inconscientes d'ailleurs, qui vont influencer le scientifique, peut-être à son insu, puisque cette vision du monde fait en fait partie de son bagage culturel, de la société dans laquelle il a baigné depuis qu'il est petit. Et il est très difficile pour l'homme de science de se défaire de ce bagage culturel. Alors, quel est ce bagage culturel? Qu'est-ce qu'on appelle la vision du monde? Eh bien, c'est le système d'interprétation globale de la réalité. C'est-à-dire, c'est le cadre ou la grille de lecture du réel, si vous préférez. C'est tout un ensemble de croyances racines qui vont constituer la charpente ou le squelette de notre pensée. Et ces croyances racines vont nous offrir une réponse à toutes les grandes questions existentielles qui ont toujours habité notre humanité. Par exemple, on va trouver dans notre vision du monde des réponses aux questions telles que quel est le but de la vie ou de l'existence humaine? Qu'est-ce qui est bien ou mal? Qu'est-ce qui est juste ou injuste? Quelle est notre place au sein du cosmos? Quelles sont les valeurs ou quels sont les grands principes qui doivent régir nos actions, etc., etc. Alors encore une fois, ici, ce n'est pas la vérité, la vision du monde n'est pas la vérité, mais c'est une tentative de répondre à nos questions existentielles les plus profondes et de rendre la réalité intelligible. Donc la vision du monde, c'est un système d'interprétation un peu de la même manière qu'une théorie scientifique, mais à beaucoup plus grande échelle. Là où une théorie scientifique ne va s'intéresser qu'à une ou deux questions fondamentales, la vision du monde va tenter de donner une réponse à toutes les grandes questions existentielles ou philosophiques que vont se poser les êtres humains. Alors, bien évidemment, les visions du monde ne sont pas fixes, elles évoluent au cours du temps et chaque culture, société ou civilisation va avoir sa propre vision du monde. Chaque individu va aussi avoir sa propre vision du monde, mais globalement, on peut dire que les visions du monde des individus vont être inscrites dans le cadre de la vision du monde collective de la société à laquelle ils appartiennent. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous sommes influencés depuis notre naissance par un environnement culturel et globalement les individus d'une même culture ont tous un ensemble de croyances existentielles communes.
Alors vous vous direz peut-être, mais moi, je n'ai pas de vision du monde, je ne me suis jamais posé ce type de questions. Alors, en réalité, il n'est pas possible de ne pas avoir de vision du monde parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu comme la base, c'est le squelette, la base qui soutient tout le reste, dans le sens que c'est à partir de cette base-là que vous allez structurer vos pensées, établir vos raisonnements logiques, et c'est ce qui va donc du coup vous mener à poser des actes concrets dans la matière, et donc à créer votre réalité. Donc selon que je crois une chose ou une autre, je ne vais pas faire les mêmes choix, je ne vais pas mettre en marche les mêmes actions concrètes, je ne vais pas me comporter de la même manière. Et c'est ça qui est important, de bien comprendre que la vision du monde va en fait déterminer au final nos actions, nos manières d'agir, de nous comporter et de poser des actes concrets dans la matière. Et donc au final, on peut dire que la vision du monde va définir le type de réalité que nous allons co-créer en tant que société ou civilisation. Donc ce n'est pas possible de ne pas avoir de réponse à ces questionnements existentiels. Seulement, les réponses peuvent être conscientes ou elles peuvent être parfaitement inconscientes. Si vous ne vous êtes jamais posé ce genre de questions consciemment, si vous n'avez jamais cherché à y répondre par vous-même, eh bien tout simplement, c'est la société qui pense pour vous. C'est-à-dire que c'est votre référentiel culturel qui vous offre, par défaut, si je peux dire, une réponse préétablie à ces questionnements-là. Alors de toute façon, nous sommes tous plus ou moins influencés, dans une certaine mesure, par ces croyances sociales. Et les scientifiques n'échappent pas à la règle. Alors Thomas Kuhn nous dit que lorsqu'un scientifique va proposer une nouvelle théorie, eh bien les facteurs sociaux ne sont pas moins importants que les arguments scientifiques en eux-mêmes. Pour Kuhn, c'est du 50-50. C'est-à-dire que la pertinence des arguments scientifiques représente 50% du succès de la théorie et les 50% restants sont attribués à la capacité à cadrer avec les croyances sociales. Donc ça, c'est très 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 important, puisqu'en fait, ça veut dire que pour qu'il se produise une révolution scientifique, comme ça a été le cas avec la théorie de l'évolution de Darwin, il faut qu'il y ait eu au préalable un basculement de la vision du monde. Sans cela, ce n'est pas possible. Alors, je vais faire ici un petit détour par la spiritualité, parce que si on écoute la définition de vision du monde qui est donnée par Eckhart Tolle dans son livre Nouvelle Terre, eh bien, celui-ci nous dit que la vision du monde est en réalité le reflet de notre état de conscience. Donc, ça veut dire que pour qu'il y ait une transformation de la vision du monde, de la société, il faut qu'il y ait un basculement de la conscience. Eh bien, c'est précisément ce qui s'est passé à l'époque de Darwin, ou un peu avant, on va dire, puisqu'on est passé d'une vision du monde judéo-chrétienne à l'avènement d'une ère nouvelle, la modernité. Alors je ferai une vidéo pour expliquer ce qu'est la modernité, parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre la pensée de Darwin si on n'a pas compris ce qu'est cette révolution culturelle qu'est la modernité. Et la particularité de Darwin, justement, c'est que sa théorie va venir cadrer parfaitement avec la vision du monde révolutionnaire de la modernité. C'est comme s'il en avait intégré tous les codes et qu'il avait été capable de la transcrire ou de la transposer sous la forme d'une théorie scientifique. Et c'est en grande partie ce qui a contribué au succès de sa théorie. Voilà pour ce concept de vision du monde. Alors j'aimerais maintenant revenir à notre question de départ, à savoir, est-ce que la science est véritablement toujours objective ? Et vous aurez bien compris, d'après cette explication, que, eh bien, non, bien sûr, elle ne peut pas être réellement objective. Et au-delà de la solidité des arguments scientifiques en eux-mêmes, il y a toujours une dimension sociale de la science, une dimension qui va même parfois influencer les scientifiques à leur insu, à savoir la vision du monde culturel au temps T, à l'époque où le scientifique va proposer sa théorie, qui va influencer sa pensée, ses raisonnements,
ses interprétations. Et on peut se demander alors pour Darwin, quelle est sa vision du monde? Quelles sont les croyances sociales en vogue à l'époque? Et qu'est-ce qui va influencer sa manière de penser? En gros, quels sont les préjugés de Darwin? Quelles sont ses croyances préalables, ses conditionnements sociaux et culturels, et ce qui au final est venu influencer sa pensée et l'orienter d'une certaine manière lorsqu'il a proposé sa théorie, afin de comprendre un peu mieux le contexte dans lequel est née cette théorie de l'évolution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.